donc Média, moi je suis le directeur d'innovation du groupe Média Régie Europe, donc qui comprend un certain nombre d'activités transport, essentiellement transport, Métrobus qui gère 80%, pour 80% de son chiffre à peu près la RATP, tous les domaines RATP. Et ensuite on a deux autres entités qui gèrent les gares, avec Médiagare et Médiarail qui s'occupent pour l'un du contrat SNCF, pour l'autre du contrat RFF. Donc ça, c'est la grosse patte, en gros, du groupe Média Régie Europe. Et dans ce groupe Média Régie Europe, il y a une autre activité sur laquelle l'approche Design Rethinking peut s'appliquer, c'est la partie Médiavision, puisque là, sur Médiavision, c'est les publicités que vous voyez dans les salles de cinéma, du circuit essentiellement Europalace, MK2, etc. Et là, encore une fois, on a des espaces, parce qu'on va voir que le fait que la publicité s'exprime, qu'on donne les moyens, en tous les cas, aux marques, aux services de s'exprimer dans des univers, du coup, quand c'est des univers fermés, permettent de mettre en place, avec certains process, des techniques qu'on n'a pas forcément par ailleurs dans la rue ou dans la presse, pour chez nous, puisqu'on a aussi une activité au niveau média régie sur tout ce qui est Le Monde, Libération, et de façon non majoritaire sur la partie Europe 1. Et tout ça appartient, et c'est là où c'est intéressant aussi, à un grand groupe de communication aujourd'hui qui est Publicis, Publicis Group, sachant que la partie média transport et la partie MRE a des participations croisées avec le groupe Jean-Claude Decaux dont on vient parler. Là aussi, il y a des échanges intéressants en matière d'innovation, puisque, comme vous le disiez, c'est une très grosse société et qu'ils ont une très grande cellule de recherche-développement que des sociétés comme les nôtres qui ne viennent pas de ces métiers-là, parce qu'on n'a vraiment pas de passé industriel. Contrairement à Decaux, on peut bénéficier, soit être, nous, un micro-labo de Decaux sur certaines expériences qui n'ont pas le temps de traiter, et là on se comporte un peu comme une petite société plus réactive pour eux, ou alors nous aller chercher un premier filtrage dans certains dossiers pour trouver les bonnes idées qui s'appliquent souvent au plus grand nombre. C'est ce qui me différencie parfois dans des approches de design. Alors on va articuler la présentation autour de 3 points, sachant qu'ils ne seront pas équilibrés, mais la première chose, c'est rapidement, vous êtes au courant pour la plupart, de nous dire dans quel environnement on intervient et de montrer les grands projets structurants pour notre réflexion. Ensuite, on fera un focus sur la partie numérisation des espaces. Alors, on va montrer très rapidement quelques exemples au niveau RATP, et puis on va s'appesantir ensuite sur l'approche qui est menée actuellement avec les gares. Alors, ça, c'est un film, pardon. Avant tout, je vais vous montrer un tout petit film qui dure 2 minutes, mais alors, qui n'est pas encore la réalité de ce qui se passe dans la ville. Bon, il y a du son normalement, mais ce n'est pas l'objet. C'est un film issu de Microsoft et qui va parler un peu de la ville communicante et des nouvelles technologies qui s'inscrivent dans cette ville. Donc un certain nombre d'informations, la fille sur ses lunettes a déjà des informations. Et au fur et à mesure de son trajet dans la ville, alors c'est plus que des concepts, c'est déjà des protos qui existent. Et un certain nombre d'informations arrivent de façon numérique, évidemment, avec une interaction avec ses propres outils. Et vous allez voir qu'à un moment donné, on va se retrouver dans l'univers transport, et c'est ça qui nous intéresse. Parce que suite au lancement qu'on a pu faire, nous, du numérique dans les espaces RATP, il y a maintenant un peu plus de 2 ans, ça a évolué très très vite en matière d'usage et en matière de ce que demande notre marché. Et c'est là où je vais attendre juste la fin de ce film, vous allez voir. La spécificité, alors en dehors des aspects évidemment interaction que permet le numérique et que ne permettait pas l'affichage, le gros point faible de l'affichage, parce qu'il a quand même certains points faibles, c'est son manque de souplesse. Et l'arrivée du numérique et surtout de coûts d'acquisition de matériel permettant d'avoir des composants d'un panneau de main électronique font que maintenant on peut imaginer ce genre de solution. Donc là on voit qu'il interagit en fait avec son univers, avec ce qu'il rencontre sur son terrain, y compris dans le métro. Hop là, pardon, ça faut que j'arrête. Voilà. Donc ce spot-là, c'est pas aujourd'hui pour la partie RATP, mais en termes de demande du marché qui nous intéresse, c'est déjà la réalité. C'est-à-dire qu'on a déjà des demandes d'interaction de ce type, où quelqu'un avec un portable, un iPhone ou autre, peut interagir avec les espaces qui lui sont soumis pour enrichir son expérience, donc son expérience voyageur. On va parler de termes un petit peu
Alors, c'est pas nouveau pour nous, hein. C'est-à-dire que ça fait longtemps que la RATP et que la gare ne considèrent plus, j'ai vu tout à l'heure des termes d'usagers, ne considèrent plus les gens qui prennent les transports en commun comme des usagers, parce qu'en effet, ils sont dans cette approche de temps, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, mais de temps subi, de temps non choisi en tous les cas, et que depuis déjà pas mal de temps, et la RATP et la SNCF via Gare et Connexion essaient d'enrichir cette expérience voyageur. Et nous, on essaye de les accompagner autant qu'on peut sur ce genre de choses. On va voir comment. Alors, les environnements, ce qu'on disait, il y a des grands projets structurants, c'est des projets à long terme. Le Grand Paris c'en est un, évidemment. On s'inscrit, nous, aujourd'hui, déjà sur... Enfin, on nous interroge, en tous les cas, la mission Grand Paris nous interroge sur quelle vision on a de la communication en 2023. Ce qui est compliqué, parce que déjà en 2014, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Donc en 2023, imaginez quelles seront les habitudes. N'oubliez pas que la publicité, hein, dans son grand métier, est extrêmement conservateur. On n'est pas du tout en avance par rapport aux patterns existants. En règle générale, on a coutume de dire que la publicité, c'est le miroir euphémique de la société de consommation. Donc en gros, on est un miroir. Donc en effet, on va prendre un certain nombre d'habitudes, de sensibilité des concitoyens, et on va s'inscrire dans une culture existante, une culture de société, une culture de marque pour la marque, etc. Et on est très schizophrène. C'est-à-dire qu'en fait, la particularité de la régie publicitaire dans la publicité, qui n'est pas la création évidemment, on est un intermédiaire, et on est schizophrène parce qu'on s'adresse à des gens qui sont, dans notre marché amont, assez schizophrènes, puisqu'ils ont ces importances de transport d'un côté et de l'autre côté de service aux gens qui rentrent dans leurs univers. Donc c'est vrai que depuis maintenant une dizaine d'années, une quinzaine d'années même, ils ont développé un certain nombre de services qui vont parfois à l'encontre des flux qu'on aimerait beaucoup plus fluides pour aller prendre le train rapidement sans avoir tout un parcours à faire. Mais d'un autre côté, il faut valoriser les lieux aussi, enrichir l'expérience client. Et tout ça fait que et la SNCF via Gare et Connexion et la RATP a parfois des arbitrages à faire assez compliqués pour rendre justement l'expérience client plus intéressante. Et nous, on est très schizophrène par rapport à tout ça parce qu'on a deux marchés. On a le marché de nos concédants, c'est-à-dire les gens qui nous louent les espaces, qui nous prêtent leurs espaces, qu'on doit valoriser et leur donner évidemment une redevance là-dessus. Donc eux, ils ont des impératifs, ils ont des notions de l'urgence qui n'ont absolument rien à voir avec ce que le marché publicitaire, par ailleurs, qui est le deuxième très gros client des régies, a. C'est-à-dire que le marché publicitaire est dans une logique de mise en avant de ma marque, de mon service très rapidement, de façon très souvent extrêmement réactive. Et on est souvent dans l'urgence et souvent pour hier. Et puis le marché des transports, on est sur des investissements extrêmement lourds, où là, l'urgence, un an, c'est urgent. Donc arriver à faire travailler ces deux mondes ensemble et à les valoriser, c'est la mission de la régie. Donc c'est un métier assez méconnu. On n'est pas Publicis. On intervient dans le groupe Publicis, mais on n'est pas Publicis. Publicis fait de la création publicitaire, hein, pour la partie la plus connue des gens, mais il fait aussi de l'achat d'espace, il fait un certain nombre de choses. Et nous, on est ce maillon un peu complexe qui doit gérer ces relations entre des grands projets, des grandes entités transport ou services comme les cinémas, et une population. Mais réellement, la personne importante dans tout ça, c'est le voyageur. C'est le voyageur, c'est l'auditeur, c'est le lecteur. Et si on n'arrive pas à faire, et c'est là où on est plus des alchimistes que des scientifiques, hein, si on n'arrive pas à trouver le bon équilibre en fait entre les régies de transport, le marché publicitaire, les annonceurs, les marques, toutes ont des problématiques différentes, et le voyageur qui finalement va adhérer ou pas au projet qui est mis en place par le transporteur, par nous, par la com, et bien en fait, le projet tombe à l'eau. La difficulté là-dedans, c'est évidemment ce côté importance du contenu dans nos métiers qui sont dans les espaces publics. L'enveloppe est importante et le contenu est très important. On va le voir sur le numérique, je vais y passer assez vite. Donc les grands projets structurants pour nous aujourd'hui, les projets Grand Paris, les projets RATP, tout ce qui est transport collectif en site propre. On va voir que ça s'est beaucoup développé sur les dernières années. Et puis évidemment, on fera un focus pour le numérique sur l'aspect Gare et Connexion. Alors je vais très vite là-dessus parce que c'est des documentations que vous avez par ailleurs. Hein, l'idée là, c'est vraiment d'accompagner Paris et sa région la mission du Grand Paris dans ce qui sera demain disponible pour les franciliens jusqu'au Havre, donc on est assez loin. Donc c'est évidemment le projet le plus structurant existant récemment en matière d'urbanisme. Et ça mène à une nouvelle organisation des territoires, avec les pôles d'excellence économique, que vous connaissez,
derrière, il y a une organisation de transport qui, évidemment, doit se mettre en place. Quand ils ont mis la tour TF1 et tout le quartier de rond-point du jour en place, petit à petit, il n'y avait pas d'arrêt de bus. Au départ, nous, on disait, on n'était pas loin, on était rue du Dôme à Boulogne, et on se disait, mais c'est important, il y a beaucoup de gens qui sont là, et il y a toujours un décalage entre le moment où l'autorité décide d'investir un nouveau lieu de vie, professionnel ou... parce que là, il n'y avait pas d'habitation le soir, c'était que des immeubles de bureaux. Mais avant qu'elle arrive, ça a pris à peu près 1 ou 2 ans. Donc là aussi, comment on structure l'offre transport et nous, comment on s'intègre dans cette offre transport, sachant que tout ça va reconfigurer un certain nombre de choses existantes, comment on se remet en cause dès aujourd'hui pour être en place au moment de la nouvelle offre. Donc là, on voit que c'est des schémas. Alors on a des choses qui sont faites sur du très court terme. En publicité, c'est toujours ça quasiment. Les annonceurs qui sont dans les agences de publicité ont des contrats de 1, 2, 3 ans. La régie publicitaire, elle a déjà une autre logique, puisque les contrats avec les concédants sont plutôt sur des durées beaucoup plus longues, ce qui permet de faire des investissements aussi plus importants. Sur la partie RATP, là aussi, on a des projets très structurants, alors pas forcément sur les mêmes durées, mais qui sont quand même des durées assez longues. On voit qu'il y a eu toute la phase de l'automatisation de la ligne 1 qui a modifié les espaces. Avant, on a toujours des 12 mètres carrés, des 4 par 3 sur les quais de métro. À partir du moment où on met des portes palières pour automatiser une ligne, la visibilité de ces affiches, évidemment, n'est plus la même. Elle est modifiée. Comment on travaille en amont et avec les gens qui font les portes palières, c'est-à-dire CABA, comment on peut s'intégrer dans un dispositif éventuellement demain d'automatisation de ligne. Et puis, évidemment, avec la RATP pour voir quel manque à gagner ou comment compenser ou comment changer nos coms. Et puis après ça, il y a un certain nombre de points très importants, dont le renouveau du métro, qui est un chantier qui a été engagé maintenant il y a beaucoup de temps, qui consiste à rénover un certain nombre de stations. Et c'est ce qui a mené la première réflexion en matière de numérique dans les espaces. C'est-à-dire que la RATP, aménageant ces espaces pour les voyageurs, il y avait un décalage entre ce qui existait au niveau des supports publicitaires proposés dans le trajet et ce que faisait la RATP en termes de rénovation. Il y a un manque de modernité et la première réflexion, elle a été menée à un moment où le schéma économique d'acquisition des composants, des écrans, commençait à devenir raisonnable. Le phénomène enclencheur, ça a été ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on accompagne la RATP sur ses propres rénovations, y compris dans les aspects qui ne sont pas forcément les siens, qui sont les aspects publicitaires. Donc, quelle modernité on essaye de trouver là-dedans. Et ensuite, la réflexion va vers qu'est-ce qui manque aujourd'hui à l'affichage pour répondre à un certain nombre de demandes et des voyageurs et des annonceurs. Et c'est le principal point faible, était donc la souplesse. Donc là, on voit le nombre de chantiers sur lesquels une régie comme la nôtre doit s'impliquer pour pouvoir demain imaginer des produits qui s'intègrent au mieux, mais qui soient efficaces. Toujours la grosse difficulté pour la publicité, c'est en gros d'être présent, et évidemment de ne pas gêner l'annonceur, le voyageur, de ne pas gêner le voyageur jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'en gros, si je ne gêne pas, si je ne dérange pas, à un moment, je ne suis pas entendu. Donc comment on arrive à régler tout ça ? Je peux déranger par l'enveloppe, je peux déranger par le contenu, et on va voir tout à l'heure qu'il y a un certain nombre de contenus qui n'ont rien à faire en fait dans la publicité, qui n'ont aucune efficacité, et qui sont hélas des contenus de mode. Très souvent, on a beaucoup travaillé avec la RATP pendant une période sur tout ce qui était Bluetooth, interaction Bluetooth, etc. Voilà, la vraie fausse bonne idée. Parce qu'il y a en effet quelques émetteurs importants du marché publicitaire qui, eux, font du buzz autour. D'ailleurs, on vous demande de développer des produits comme ça, et on se rend compte que ce produit a une durée de vie extrêmement courte, voire pas du tout, voire ne répond surtout à aucun problème, à aucun enrichissement de l'expérience, c'est surtout ça. Bon, après, il y a tous les développements. On voit, là, c'est plus pour vous montrer qu'il y a vraiment un terrain de jeu qui est immense, qui est abordé aujourd'hui, qui est pris en compte par les régies, ce qui n'était pas forcément le cas il y a une vingtaine d'années. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas uniquement à notre métier de fabriquer soit du mobilier urbain, soit... on regarde dans quoi on s'inscrit d'abord, quelles sont les grandes tendances et quels vont être éventuellement les besoins de demain et comment on les accompagne. Alors, Shanghai... Aujourd'hui, donc la numérisation des espaces, c'est une innovation, mais c'est une innovation française dans le format pour nous. C'est-à-dire que faire du 70 pouces, qui était à l'époque, avec la RATP, le plus grand format existant en Europe d'ailleurs, et on était les premiers à le mettre en place. Donc c'est plus un défi technologique en termes d'écran, mais ça existait évidemment dans d'autres pays, particulièrement du Sud-Est, donc Shanghai. Là, c'est Shanghai, mais enfin, il y en a un peu partout. Et toujours revenir dans ce genre d'implantation à les fonctions du lieu, c'est à ça qu'on travaille.
C'est-à-dire qu'en fait, on regarde beaucoup, alors que ça soit, on a travaillé avec les centres commerciaux longtemps, on travaille avec les multiplex, on travaille avec donc la RATP et la SNCF pour les plus gros. Et c'est vrai que là, l'intégration de ces modules de communication prend en compte un certain nombre de choses importantes. Il y a un rythme à respecter. Pendant très longtemps, on a travaillé avec la RATP sans avoir, et d'ailleurs, on en voit encore les séquelles dans certaines stations RER ou métro. On a travaillé avec, en gros, partout où on pouvait mettre du mobilier, on en mettait, de l'affichage, on en mettait, et on se rend compte qu'il y a certains couloirs qui sont sans intérêt d'un point de vue commercial ou public, qui eux sont remplis de cadres éclairés de mètres carrés, et puis d'autres endroits où au contraire il y a un côté un peu oppressant, parce qu'il y a des études qui avaient été menées il y a maintenant pas mal d'années sur les couloirs du RER par exemple, où on s'était rendu compte là la dédensification. Il n'y avait pas eu de publicité volontairement par les archis au départ, et il y avait des sentiments de dites très grosses différences de perception des lieux entre un univers assez grand comme le RER, un univers métro où là du coup il y avait des choses qui changeaient toutes les semaines. Et dans le RER, pas grand-chose. Donc on nous a demandé au contraire de venir réinvestir ces lieux-là pour y mettre de la couleur, enfin pour mettre des choses qui changent rapidement. Donc on travaille beaucoup sur l'enveloppe, on travaille beaucoup sur le rythme, l'espace fenêtre aussi, la respiration qu'on peut donner à tout ça, parce qu'il y a un moment où le voyageur dit stop. C'est-à-dire que la surpression pour la surpression, ça intéresse certains annonceurs, mais pas tous finalement, parce qu'ils ont compris qu'il y avait un seuil au-delà duquel c'était contre-productif. Et puis ça intéresse évidemment maintenant qu'il y a des vrais gestionnaires des lieux. La SNCF ne s'est pas dotée de Gare et Connexion il y a si longtemps que ça. Ils étaient vraiment dans une logique de transporteur, avec une armée d'ingénieurs. Et maintenant, il y a vraiment des gens qui réfléchissent aux espaces. Et on verra tout à l'heure leur dernière grande réalisation. Alors, il faut toujours revenir à nos fondamentaux. Notre métier, c'est quand même de mettre en avant une marque, un service auprès d'un voyageur et de faire que ce voyageur, que la campagne soit la plus efficace possible. Et pour qu'elle soit la plus efficace possible, il ne faut pas qu'elle soit rejetée complètement. Donc, pour ça, il y a des tas d'instituts qui existent. Et les deux principaux, en tous les cas, aujourd'hui, sur lesquels nous, on intervient, sont l'IREP et le CESP. Donc, l'IREP, c'est l'Institut de recherche et d'études publicitaires qui mène des tas d'études pour savoir comment une pub fonctionne. Et le problème, c'est qu'ils mènent ça depuis 1957, donc on ne sait toujours pas, et heureusement, ce qui fait l'efficacité d'une publicité. C'est pour ça qu'on reste dans ce métier très lié à l'alchimie, même si les grandes tendances de fond, et je comprends ça par rapport aux annonceurs, c'est des tendances, et Internet a vraiment accéléré la chose. C'est du retour sur investissement, pardon. C'est du clic et derrière du clic achat, etc. Donc, la publicité, heureusement, la façon dont la marque s'exprime dans votre expérience consommateur ou citoyen parfois, c'est beaucoup plus complexe que ça et c'est rarement pile à la fin de la campagne que l'effet se fait sentir. C'est un travail de longue haleine en fonction des problématiques de marque évidemment. Donc on a un certain nombre de choses à respecter et la première des choses c'est qu'on est à un bon endroit. Ça ne sert à rien d'aller inonder un espace. Il faut que dans cet espace, et on le voit sur les numériques qu'on a installés au niveau RATP de façon un peu différente au niveau SNCF, le choix a été de faire un réseau de couverture, c'est-à-dire qu'on couvre des flux. Il y a 400 mobiliers numériques aujourd'hui dans l'univers du métro RER. Et ces mobiliers, ils ont été choisis en fonction évidemment de la distance de visibilité et en fonction de critères évidemment physiques d'intégration, mais aussi de la durée de la boucle qui est à l'intérieur. Il faut que le temps passé devant permette d'avoir un minimum d'exposition, sachant que tout ça peut être calculé de façon assez précise, puisque maintenant on connaît les temps de rétention dans les zones de visibilité des écrans, c'est en gros entre 2 et 4 secondes dans le métro. C'est pas plus long que ça. C'est-à-dire que le message doit être extrêmement percutant derrière pour faire son effet, et la répétition ensuite fait le reste. Mais voilà, il y a des études à mener à la fois qui ont été présentées à l'IREP, au CESP pour vérifier tout ça. Donc la pub sans bons espaces, pas de bonne pub sans bons espaces. On n'est pas responsable évidemment de la publicité, du contenu créatif. Par contre, quand on lance un nouveau produit, et c'est là où la réflexion de process design rethinking est importante, même si on n'est pas responsable, il faut le faire ce travail. C'est-à-dire qu'il faut donner les informations, il faut travailler en co-créativité avec les agences. Donc les nouveaux entrants sur la France comme Clear Channel, qui sont des concurrents, qui ont monté eux des mobiliers numériques dans les centres commerciaux, ont intégré d'entrée, comme Deco d'ailleurs, ont intégré d'entrée un directeur de création dans leurs équipes, avec des équipes qui font de la création. Parce que ces nouveaux médias, même si on est responsable, nous, de l'espace uniquement, ces nouveaux médias nécessitent, comme l'affichage, mais ces nouveaux médias nécessitent une écriture particulière. Il n'y a pas de son.
on est dans un univers bruyant, on n'est pas là pour ça. Voilà. Donc si on veut rendre le produit efficace, parce que c'est un produit qui reste cher à l'achat pour l'annonceur, il faut que derrière, tous les moyens soient mis en mouvement en même temps pour soit apprendre en marchant, ce qui est un peu le cas aujourd'hui, soit le prévoir dès le départ. Donc là, je passe, c'est assez loin. Voilà. Donc, et puis sans oublier que voilà, notre métier, on est régie publicitaire. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, on n'est rien. On est un intermédiaire. C'est-à-dire d'un côté, il y a un propriétaire des espaces qui nous les confie, et c'est lui qui a le rôle régalien. C'est lui qui doit émettre des règles, avec évidemment là aussi une collaboration, mais c'est lui qui doit émettre des règles, des documents normatifs, des guides d'implantation, des choses comme ça, pour respecter l'ensemble des fonctions que l'espace doit réaliser. Et puis à côté de ça, on a, nous, à gérer tout le reste. C'est toc. Donc, dans le métro RER et bus, on a un certain nombre de produits disponibles. Alors en gros, c'est énormément d'espace, puisque c'est plus de 60 000 supports présents sur la partie RATP, entre le bus et le métro, je ne fais pas le détail, mais il y a énormément de supports possibles, et on va s'intéresser plus au digital. Alors, digital, la gare Saint-Lazare, c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous avez gare Saint-Lazare, ça a légèrement changé. Et c'est devenu plutôt ça. Alors ça, c'est la salle c'est la zone cœur de ce qu'ils appellent cœur de gare à Saint-Lazare, où là maintenant il y a des commerces, c'est un centre commercial, il y a 10 000 m² de commerce. Donc c'est un petit centre commercial, attention, il ne faut pas non plus, on dit toujours la gare Saint-Lazare, oui, mais d'abord la gare Saint-Lazare s'inscrit dans un univers, dans un environnement très important de commerce. Il n'y a pas, dans les gares, on le verra tout à l'heure, il n'y a pas d'enseignes qui ont le rôle d'attracteur. Il n'y a pas besoin, puisque le flux est là. Donc c'est la différence entre un centre commercial régional qui a besoin d'attirer, donc il va aller chercher des très grandes enseignes pour attirer très grandes enseignes différenciées, Decathlon, Auchan, Carrefour, etc. Et un centre commercial qui se trouve dans une gare où la problématique n'est pas du tout la même, où on joue sur le flux est là, il n'y a pas besoin d'attirer le flux, et par contre il faut gérer des commerces et une offre attractive. Et derrière, comment on modernise ces espaces? On modernise les espaces, donc on dit à la publicité, vous êtes gentil, mais ça serait bien de vous aussi à nous accompagner sur ce développement-là. Alors là, c'est exemple de la gare Saint-Lazare. C'est des panneaux qu'on a installés il y a maintenant, pour mars 2012. Donc, en effet, les lieux sont très différents. Ce qu'on a fait dans les gares est très différent de ce qu'on a pu faire dans le métro, puisqu'on a défini des zones de flux, des zones d'attente, et qu'en fonction de ces zones de flux, ces zones d'attente, on a typé, nous, un certain nombre de produits, parfois qui mixent les deux, parce que l'annonceur veut être présent dans les deux types de zones, ou alors qui ciblent spécifiquement les zones d'attente ou les zones de transfert rapide vers les quais. Donc on est en train d'organiser ces espaces et derrière de créer des lignes de produits qui vont ajouter de la souplesse, de la réactivité et qui vont permettre aux marques de faire des choses beaucoup plus précises que ce qu'ils faisaient aujourd'hui, où on avait tendance à prendre un réseau de couverture et puis ensuite rajouter quelques zones d'impact. Là, l'avantage du numérique, on va le voir, parce qu'on peut le faire sur l'écran, sur des tranches horaires, sur des tas de choses comme ça, ça permet d'aller offrir des possibilités de communiquer de façon beaucoup plus complexe. Alors, nos offres aujourd'hui, qu'elles soient, dans l'ensemble du transport, je ne parle pas des offres sur lesquelles on est en train de travailler sur les cinémas, mais voilà, on a un premier point qui est une approche qui n'est pas formatée design rethinking, mais on retrouve un certain nombre de composants dont vous parliez tout à l'heure sur la co-créativité, sur l'expérience des utilisateurs, puisqu'en fait on a ces deux marchés qui nous tiraillent parfois. Mais c'est toujours dans un but, c'est de mieux valoriser l'expérience. L'expérience passée dans le lieu, ce qu'attend le consommateur, ce qu'attend plus le concédant que le consommateur, c'est que derrière, il y ait des retombées financières qui lui permettent de financer un certain nombre de services qu'il va offrir. La RATP finance, avec ce qu'on donne comme enveloppe chaque année, un certain nombre d'investissements de leur côté, et pareil pour la SNCF. Donc, plus on arrive à valoriser ces lieux, plus on arrive évidemment à contribuer à tout ça. Et puis, on a chez nous un certain nombre sur l'innovation, en tous les cas, c'est vrai que là aussi, il y a beaucoup de batailles à l'interne à mener. C'est-à-dire qu'on est une entreprise assez ancienne, puisque la RATP, Métrobus a plus de 60 ans d'existence. Et elle a eu des habitudes. Et c'est très compliqué dans une société qui était très service et pas du tout industrielle, d'arriver à leur donner la culture de l'innovation.
Donc là, on a beaucoup de travail en interne sur des process et sur des combats à mener pour leur faire comprendre qu'une innovation, c'est complexe. C'est pas en effet ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas que des innovations. Quand on entend innovation, ils entendent innovation produit, ils entendent innovation radicale, ils n'entendent pas les innovations de process, ils n'entendent pas les innovations incrémentales. Pour eux, ce n'est pas de l'innovation. Et pourtant, tout ça participe à la réussite du projet. Ça, je vais vous montrer, c'est juste l'aboutissement. C'est pas forcément ce qu'on souhaite faire, nous, à Paris, mais en Corée, aujourd'hui, avec leur téléphone portable, ils choisissent, dans le temps d'attente qu'ils ont sur les fameuses portes palières du métro, ils choisissent les produits qu'ils n'ont pas dans leur réfrigérateur et ils se les font livrer directement. Donc, ce n'est pas forcément le développement immédiat auquel nous on pense, mais la technologie aujourd'hui permet de répondre à ce genre de problématiques de certains. Donc, on va regarder tout à l'heure les contraintes que nous on a par ailleurs. On ne peut pas le faire tout de suite, ça. Mais sur certains points, pourquoi pas, sur quelques points événementiels, dans des zones d'animation, des choses comme ça, on a commencé à le faire avec les gares. Voilà, bon, je passe. Ça, c'est Gare de Lyon. Gare de Lyon, on mixe deux choses. Il y a les écrans qui vont permettre d'interagir et de se créer une expérience différente de ce qu'on avait l'habitude d'avoir en allant vers les quais du TGV. Mais vous voyez, derrière, la zone est adhésivée, en fait. C'est-à-dire qu'on mixe souvent, c'est rarement seul. C'est-à-dire que ça s'inscrit, là aussi, on parlait tout à l'heure des produits complémentaires, enfin des approches complémentaires et des approches structurantes. Le numérique, pour nous, a été une grosse évolution. Pas une révolution, mais une grosse évolution dans l'offre. Ça représente 400 mobiliers dans le métro. Je vous ai dit, il y a 60 000. Donc c'est finalement très peu, mais sur le chiffre d'affaires, ça pèse beaucoup maintenant. Et sur la partie gare, on a 22 000 emplacements. Et sur ces 22 000 emplacements, aujourd'hui, on en a 500 qui sont numériques. Parce que seuls certains sont appelés à être numériques. Par contre, il y a des spots, des endroits qu'on peut événementialiser en mixant deux techniques. Une technique qui va permettre de la souplesse. Là, il y avait le film pendant les 2 heures. Il y a 2 heures de petite bande-annonce de Spider-Man. Et l'ensemble de la zone était adhésivé aux couleurs du film. Et là, c'est évidemment plus statique. Donc, on crée des choses un petit peu, des spots un peu différents. Vous avez ça dans la gare de Euston à Londres aussi, où Deco a fait toute une opération de mise en place de grands écrans LED et d'adhésivage derrière. Alors c'est temporaire, c'est de temps en temps. Ça change l'univers de passage du... voilà, quand c'est du cinéma, quand c'est du culturel, c'est tout de suite admis comme, oui, ça fait partie du lieu. Quand c'est de l'alimentaire ou autre, évidemment, c'est un peu plus différent. Et on regarde, nous, tout ça. Alors, je vais terminer là-dessus. Pardon. Gare et Connexion, voilà une entité qui a été mise en place pour améliorer cette expérience, cette expérience du client voyageur, et la rendre tangible, y compris à l'interne pour les gens qui étaient eux plus versés transport et qui ont eu beaucoup de mal pendant très longtemps à accepter cette ingérence et cette nouvel axe important de développement de la SNCF. Et donc, Gare et Connexion, nous, c'est le pendant de la RATP pour nous, c'est avec eux qu'on travaille. Ils ont énormément de projets, puisque c'est eux qui sont en charge de la rénovation et de la modernisation, voire de l'ouverture de nouvelles gares. Et c'est toujours à ces moments-là, en fait, qu'ils peuvent influencer, y compris notre future offre. C'est-à-dire que dans l'offre des gares, aujourd'hui, vous avez Paris-Gare de Lyon, je parle du numérique, vous avez Paris-Gare de Lyon, Paris-Saint-Lazare, Paris-Nord, Paris-Austerlitz, ce qui est pas logique, et Paris-Montparnasse. Il m'en manque une, c'est pas grave, et Gare de l'Est. Et puis tout d'un coup, on a vu arriver Belfort, Belfort et Montbéliard, et Besançon. Alors, Belfort, au départ, d'un point de vue publicitaire, c'était un peu anecdotique, parce que c'est pas ce que demande le marché publicitaire. On est toujours resté sur nos vieux schémas, les plus de 100 000, les villes cinéma, les machins. Et Belfort, non. Et surtout, c'est en pleine campagne. Donc, l'intérêt, c'est qu'aujourd'hui, on voit que ça a modifié notre offre pour 2012. C'est-à-dire qu'on a maintenant une offre qui est liée à la modernité des espaces, et plus uniquement à l'audience autour de ces espaces. C'est-à-dire qu'il y a l'offre classique qui reste, et puis à côté de ça, les gens qui veulent associer leur image de marque à des gares, on va aller voir, les gares changent, ça va être là-dedans, à des gares... Voilà, les gares prennent des allures d'aéroport. Bon. Donc, les gens qui veulent associer leur image de modernité, non seulement au support et à la technologie utilisée, qui est le numérique, mais aussi à l'enveloppe qui abrite ces numériques,
eh bien, ils vont nous demander d'être présents dans des gares qui aujourd'hui ne sont pas forcément des gares habituelles. Et du coup, notre offre a été modifiée par ça. C'est-à-dire qu'on a commencé à avoir un certain nombre de réseaux qui prennent possession, qui accompagnent le renouvellement des gares et les nouvelles gares. Alors, je vais aller directement à la fin. C'est pas ça, pardon, excusez-moi. Voilà. Aujourd'hui, le métro, je vous ai parlé, c'est un réseau de couverture, c'est un panneau de temps en temps, à quelques endroits du métro, qui couvre l'ensemble des stations, qui couvre pas l'ensemble des stations, on couvre en gros une centaine de 90 stations très exactement, mais qui vont faire que tous les flux, parce qu'on sait très bien que les flux ne sont pas les flux uniquement des Parisiens, la majorité des Franciliens qui habitent en première couronne et certains en deuxième couronne, à un moment donné, se trouvent dans les stations. On est encore sur ce côté centrifuge du métro qui fait qu'on va, dans les déplacements en Ile-de-France, se retrouver très vite dans les stations pour repartir le soir chez soi, mais on a un réseau qui est là dans la couverture. Donc on va avoir quelques emplacements de temps en temps dans les stations et vous allez, au cours de votre parcours, croiser un certain nombre de mobiliers numériques. La gare, c'est complètement différent. La gare, on avait un problème d'émergence du signe. C'est-à-dire que les gares, c'est des mini, de plus en plus, sont devenus des mini-centres commerciaux. Alors ils sont de mieux en mieux organisés au niveau des espaces, mais ce n'était pas le cas quand on a pris le contrat. Et les signes qu'on avait, qui étaient des affiches papier, finissaient par ne plus du tout émerger par rapport à la buvette, à toutes les signalétiques qui pouvaient être mises par les uns et par les autres dans un univers mal organisé. Donc Gare et Connexion fait un gros travail d'organisation, d'optimisation de ces espaces. On les accompagne, mais la problématique de la gare, c'est que le marché publicitaire, qui est très conservateur, avait gardé en tête ce schéma de la gare, c'est pas efficace parce que je ne me vois pas. Donc la gare, c'est pas efficace, donc je ne me vois pas. Quand on a répondu à l'appel d'offres, et c'est ce qui a fait qu'on a gagné, on a décidé de modifier au départ, c'était une gageure, de prendre tous les mobiliers papier et de les transformer en mobilier numérique. Ce qui était idiot, puisque un certain nombre sont masqués les uns derrière les autres. Mais donc, on a commencé par répondre comme ça et on a dit on va changer tous les mobiliers en mobilier numérique pour pouvoir justement mettre la même affiche au même moment partout, ce qui fera émerger le signe. Donc on commence à s'en rendre compte dans certaines gares. Le fait d'avoir des massifs, ça fait émerger la publicité, évidemment. Et derrière, donc là, on va le voir sur une créa. Pour vous donner un exemple. Voilà. Donc Volkswagen, la majorité des panneaux sont utilisés en solo. Mais de temps en temps, vous voyez, on a des massifs. Là, c'est les têtes de quai à la gare d'Austerlitz. Donc on va commencer à pouvoir jouer avec la création. Et c'est ça qui est important dans ce qu'on va dire en conclusion. Je vous mets quelques exemples. Alors, il y a des duos, des trios, des quatuors, etc., des murs. Et vous voyez, la Volkswagen vient se garer, en fait. Hein. Et aujourd'hui, ça fonctionne sans son. Si on n'est pas avec les équipes créatives de Volkswagen au départ, on peut avoir des choses extrêmement plates qui ne fonctionnent pas. Et on reste dans un univers quand même un peu stressant parce que je me dépêche ou je perds du temps. Et finalement, on s'est rendu compte sur les créations qu'ont utilisé ces réseaux en gare, que ces aspects-là ont beaucoup fait parler. Et alors là, c'est un exemple, on va vous donner un dernier. Bon, ça, je vais passer celui-là, mais je vais pas. On a la même chose sur Madagascar. C'est des créations qui, en jouant avec les supports, permettent d'attirer l'attention des gens et en plus les amusent. Donc quand on garde ce côté bien signé de la campagne, parce que c'est compliqué de créer sur un mobilier numérique, si on ne sait pas là, Madagascar, elle est toujours en haut. Alors, souvent, les voitures, elles oublient de mettre leur logo, par exemple, donc on ne sait pas qui parle. Donc voilà, il faut apprendre à écrire sur ces mobiliers-là, mais quand ils sont utilisés intelligemment ou de façon ludique, on voit que ça fonctionne bien. Et derrière, si ça fonctionne bien, les agences nous réinterrogent. Et du coup, on arrive à générer un vrai chiffre d'affaires et à occuper les espaces de façon plus intéressante. Moi, j'ai fini. Derrière, donc c'est tout ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est comment tout ça va s'inscrire dans un cadre légal. Voilà, le problème de la réactivité, de la souplesse. Dans les univers des transports, on a aussi toutes les contraintes juridiques qui font qu'on n'a pas le droit de mettre à disposition des choses qui demain pourraient être piratées facilement, où on pourrait retrouver des visuels, parce que c'est toujours le problème de notre approche. Le contenu est très important. C'est lui qui fait vivre le support. Sans bon contenu, le support meurt.
Et donc, alors sans bon emplacement, le support meurt, sans bon contenu, le support meurt. Et sans bon contenu, le support meurt, il faut aussi que son contenu soit maîtrisé par la régie, parce qu'on est responsable pénalement, comme le président de la RATP et comme le président de la SNCF. Si demain on retrouve, pendant une campagne présidentielle, parce que quelqu'un aura réussi à pirater le système, on retrouve un homme politique dans une mauvaise position sur nos écrans, ça mettra en difficulté évidemment nos concédants et ça sera pire que tout pour nous. Donc on a un problème pour aller vers ces choses extrêmement souples, qui sont les habitudes actuelles. S'inscrire dans les patterns actuels d'Internet, c'est très compliqué pour l'affichage. Là, on augmente la souplesse, on augmente la réactivité, mais on ne sera jamais aussi précis qu'Internet dans l'achat ou dans le... parce que la pub l'est pas, et dans la possibilité d'envoyer des messages.